Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui 48 heures après cette défaite qui fait très mal contre le Milan dans un San Siro en folie. Ça a été d'autant plus difficile pour moi de la vivre en direct du stade, cette défaite, surtout avec l'hostilité envers Gigio Donnarumma qui était dingue, démesurée si on veut être objectif. J'ai gardé évidemment mes billets, je ne les ai pas jetés sur lui, mais voilà, c'était complètement fou. Saluons aussi les supporters parisiens, le cortège qui a démarré du Dôme, passé par le métro et ensuite jusqu'au stade, tout s'est très bien déroulé. On les a entendus pendant le match, vraiment un comportement exemplaire et bien sûr dans les champs et tout ça comme d'habitude, très présent. Pour le reste du match, bien sûr, c'est un stade qui est absolument mythique, 75 000 personnes, les champs complètement dingues. Pour tout vous dire, j'étais au-dessus de la curva sud. C'est vrai que c'est une ambiance qui est absolument mythique. Sauf quand ça siffle Gigio Donnarumma à ce point-là, surtout que pour lui, ça a dû être encore plus impressionnant. Enfin, pour ceux qui sont déjà allés dans le stade, vous vous rendez compte, et je pense qu'à la télé aussi, l'inclinaison des tribunes, en fait. Être en dessous de cette tribune, que t'as l'impression que c'est un mur, en fait, ça doit faire très bizarre. Et Gigio a été excellent dans son match et aussi dans son comportement aussi et surtout dans le comportement vis-à-vis de cette haine tout simplement parce qu'il n'y a absolument pas d'autre mot envers quelqu'un qui n'est pas parti non plus en Arabie Saoudite, qui reste quand même dans un club qui en Europe a plus d'ambition que le Milan, même si ça paraît difficile de dire ça, sachant que objectivement l'année dernière, eux sont en demi-finale de Ligue des Champions. Pas nous, mais voilà, au niveau des ambitions et puis surtout sur quand même la dernière décennie, on est quand même beaucoup plus présent en Europe que le Milan, même si, ok, il y a aussi des moments où tu l'y es pas pour les bonnes raisons, présent, mais on est quand même présent, voilà, à la différence du Milan. Bref. Pour ce qui est du contenu, évidemment, on va tabasser tout le monde, il y en a pas un qui va passer à travers les mailles du filet, c'est dingue parce que c'est un match, je pense, où j'ai le plus de choses à dire en fait dans la vidéo parce qu'il y a toutes les prestations individuelles sur lesquelles on peut s'arrêter pendant 2-3 minutes, la dimension collective aussi, et puis surtout en fait comme le coaching est tôt, t'as des joueurs qui ont joué quasiment une mi-temps. Gonzalo Ramos, Lee Kang-in parce qu'il rentre à l'heure de jeu, il y a 7 minutes de temps additionnel à la fin du match, donc voilà, énormément de choses à dire, je pense qu'on va diviser en plusieurs vidéos, la seconde sortira demain. D'abord sur l'impression globale. Le premier lien que j'ai fait, et j'introduirai cette vidéo comme ça, je la refermerai aussi, restez jusqu'à la fin de vidéo, puisque je reparlerai de ça. J'avais l'impression d'avoir le PSG de Pochettino, le PSG des Starlets, à savoir une équipe qui dans le duel est complètement mangée, quand il faut courir vers son but, ne sait absolument pas défendre, ne coupe pas les contre-attaques. Je repense évidemment au troisième but, je crois, de Benzema au Santiago Bernabéu, où Modric remonte 80 mètres. Alors les médias se sont arrêtés sur la perte de balle de Neymar à 80 mètres de son but. Mais moi, ce qui m'avait insurgé le plus à ce moment-là, c'est surtout ses partenaires, à Neymar, qui ne coupent pas, évidemment, Modric dans son élan, à l'image d'un Idrissa Gueye, par exemple, à ce moment-là. Mardi soir, il y avait ni Neymar, ni Gueye sur le terrain, mais tu avais la même chose. Tu avais la même chose, le même ressenti, une équipe qui dans la combativité n'y est pas, ne gagne pas les duels. Et puis sur la seconde mi-temps, en fait, tu te dis tu peux jouer toute la nuit, tu vas pas en marquer un. Voilà. Y a peut-être une petite différence. Alors là, c'est subtil parce que c'est quelque chose qui va faire gueuler, je le sens dans les commentaires. T'as moins de talent. Ça, c'est une évidence. T'as moins de talent sur le terrain, peut-être plus de combativité, mais moins de talent. Et sur la fin de match, en fait, où tu cherches les côtés, les 1 contre 1, où tu te crées aucune occasion réelle, ce talent qui est parti cet été te manque tout de même. Même si, loin de moi, l'idée de réhabiliter l'équipe des espèces de galactiques du PSG, vraiment qui était une équipe... tout aussi détestable que celle qu'on a vue mardi soir. Neymar, Verratti et tout ça. Certes, ça sort le bleu de chauffe par moment, bien trop peu, bien évidemment. Neymar, par exemple, à Old Trafford fin 2020 pour nous sauver de l'Europa League. On va voir si Mbappé va faire la même chose contre Newcastle à domicile et Dortmund à l'extérieur. Mais de l'autre côté, bien sûr, notifions aussi que les Messi, les Neymar, les Verratti ont loupé des matchs, que ce soit pour blessure en tribune et bien sûr sur le terrain où ils mettaient pas un pied devant l'autre. Ça, on n'oublie pas tout ça. Loin de moi l'idée de réhabiliter cette équipe. Mais voilà, tout ça pour dire que mardi j'ai eu ce premier ressenti. Ensuite le PSG,
Et là, enfin, un dénominateur commun à quasiment tous les PSG. Et déjà, sous Unai Emery, c'était pareil. À l'extérieur, on n'est vraiment pas bon. À l'extérieur, tu sens qu'on succombe aux ambiances, au contexte, à l'atmosphère. C'est une dinguerie de subir les événements à ce point, alors qu'à domicile, t'es quand même relativement solide. Et ça, c'était une particularité du PSG de Neymar et tout ça. À domicile, t'étais moins fort. À domicile, t'étais beaucoup moins fort. Tu perds des matchs. Hein. Le retour contre le Bayern, même si tu le domines en 2021. L'aller contre City, pareil, la même année. Le retour contre le Barça, pareil, sur cette même campagne. En Ligue 1, pareil, tu perds beaucoup de matchs à partir de 2020 à domicile au Parc des Princes, alors qu'avant, t'étais vraiment souverain. Là, cette année, la différence entre extérieur, domicile, je trouve, est plus marquée. À domicile, tu fais de bien meilleurs matchs, tu es beaucoup plus solide. Et là, voilà, t'éclates complètement après Saint James Park, San Siro. Et Mbappé, en fait, est calqué sur cette équipe. Alors ça c'est du ressort individuel, mais ce que je veux dire, c'est que Mbappé, mardi, pareil, sombre complètement, encore une fois, à l'extérieur. Mbappé à domicile, quand on joue au parc, est bien meilleur qu'à l'extérieur. Saint James Park, il sombre. Contre le Bayern, l'année dernière, retour, il sombre. Contre le Benfica, le match aller, si on veut aller aussi loin, pareil, c'est Messi et Neymar qui font notre match, certainement pas lui. Donc, voilà, un PSG qui, à l'extérieur, est vraiment pas bon. Et il va falloir corriger ça. Parce que ta qualification, tu vas peut-être la jouer à l'extérieur le 13 décembre contre Dortmund face à un autre mur, celui qui est jaune. Voilà. Dommage que je sois en partiel parce que ce déplacement, même s'il y a la défaite, m'a donné encore plus envie de me déplacer à l'extérieur en Ligue des Champions. Mais bon, je serai en période de partiel. Pour vous, il y aura des briefs juste après le match et dans des conditions normales. Le fait d'être bon à domicile, très mauvais à l'extérieur, c'est aussi quelque chose qui est propre à notre poule. Alors on parlait de la poule de la mort et tout ça. À ce moment-là, je vous disais, c'est plutôt une poule très homogène en fait. C'est pas forcément la poule de la mort, mais c'est surtout une poule qui est excitante de par son homogénéité. 4 équipes qui sont toutes capables de se qualifier. Et au final, aujourd'hui, quand tu fais l'état des lieux au classement, 7, 6, 5, 4 en matière de points, je crois qu'on ne fait pas plus homogène. Voilà, ça va être très compliqué pour nous. Et puis surtout dans la physionomie des matchs, en fait, les autres équipes sont mauvaises à l'extérieur. Milan à l'aller au parc, ils font quand même un match qui est très pauvre. Newcastle à San Siro, nous évidemment à Saint James Park. Dortmund aussi à San Siro. Bon bref, voilà. C'est propre aussi aux autres équipes de notre poule. Revenons sur le match, qui démarre très fort, puisque c'est très décousu. Je n'ai pas très bien compris, j'étais limite sous le choc, j'avais pas l'impression de voir le PSG de Luis Enrique, et je pense que lui aussi a dû être mécontent de ce match qu'il ne maîtrisait pas, sans contrôle, complètement coupé en deux, où il se passait énormément de choses, alors que lui, son but c'est d'avoir le contrôle, d'annihiler, anesthésier l'adversaire. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On avait 2 équipes complètement coupées en deux, des occasions de part et d'autre, un vrai match de ping-pong, une ouverture du score à la faveur du PSG, mais tout de suite le Milan qui égalise. Au final, quand sur le papier tu dis ce match était décousu, ça jouait en contre des deux côtés. Quand tu vois Kolo Muani, Mbappé, Dembélé en attaque au PSG, tu te dis bah chouette, ça va profiter au PSG. Mais la narrative, en fait, a été tout inverse, puisque ce qu'on retient, c'est les grands espaces que tu n'as pas réussi à défendre, les adversaires, une fois lancés, qui étaient complètement inarrêtables de par leur puissance, puisque par rapport au match aller, il y avait des joueurs qui étaient revenus, comme Loftus-Cheek, bien évidemment, mais aussi de par la fébrilité de nos défenseurs, de nos milieux de terrain. Et donc, voilà, ce genre de configuration, je pense que Luis Enrique, ça n'a pas dû lui plaire. Alors, je trouve qu'en conférence de presse, il n'a pas été trop dur avec ses joueurs, parce que c'est quand même la première fois où ils ont dévié des consignes, en fait. Où là, le PSG s'est complètement éloigné, en fait, de l'idée de jeu de Luis Enrique. Voilà. Ça n'a jamais été aussi loin pour moi jusque-là. Donc c'est pour ça qu'en fait cette première mi-temps, c'est dans ce sens-là que je me dis, par rapport à Newcastle, moi je comprends qu'à Newcastle, Luis Enrique adopte la narrative, on a fait un bon match, on n'a pas eu de chance, le score est trop sévère. D'abord parce que c'est vrai, le 4-1 était trop sévère. Et ensuite parce que ces joueurs sont restés fidèles aux consignes en fait, l'ont écouté. Là, c'est quand même plus compliqué. Et puis ensuite, bien sûr, les contres, tu ne sais pas les défendre. Tu prends aussi beaucoup de cartons jaunes parce que tu ne mesures pas assez ton intensité. Le jaune de Lucas Hernandez, je le dis tout de suite, très injuste, enfin complètement injustifié. C'est dommage. Mais au-delà de ça, au-delà des comptes que tu gères pas,
il y a les erreurs techniques en fait. Parce que le problème, c'est que ne pas savoir défendre un contre, c'est une chose, mais perdre des ballons aussi facilement, aussi rapidement aussi sur les séquences, et dans la zone de vérité, en fait, aussi haut sur le terrain, c'est sûr que derrière, c'est normal que ta structure ne soit pas prédisposée à défendre et soit complètement éclatée. À perdre des ballons sur des situations où ça n'a pas lieu d'être, c'est compliqué. Alors à la décharge des joueurs aussi, j'aimerais le souligner. Par exemple, un Ougarté a beaucoup glissé. C'est peut-être une question de crampon. Mais il y a aussi une autre question, celle de la pelouse, qui était vraiment pas bonne. Hein. Juste avant le match, on s'est fait la réflexion avec mes gars sur les 6 mètres des gardiens, où on commençait déjà à voir la terre. Voilà. Et ensuite, tout au fil du match, ça s'est quand même assez dégradé. Notons-le, les gars, si on veut être objectif, notons ça. Mais sinon, voilà, ça n'empêche absolument pas un Randal Colomoni, par exemple, de réussir un contrôle. Voilà, vous me direz que je m'acharne sur lui, mais c'est vraiment l'exemple parfait de ce PSG qui, techniquement, est pas bon. Et le problème, c'est qu'au-delà des erreurs techniques qui sont indignes de ce niveau-là, et je pèse mes mots, c'est pas Ligue des Champions, en fait. Tu peux pas aller chercher la Ligue des Champions. Moi, les gars, je suis résigné pour cette année. Hein, vraiment, aller la chercher, aller au bout. Je vois pas comment c'est possible quand tu rates un contrôle, tout simplement. Mais surtout, au-delà des erreurs techniques, en fait, quand il n'y a pas erreur technique, il y a tergiversation. C'est-à-dire que quand tu ne perds pas le ballon bêtement, tu fais la touche de trop, tu n'as pas de personnalité, et donc tu repars de derrière. Et les Milanais se replacent tranquillement, peuvent défendre tout à fait sereinement, puisque toi, à chaque fois, tu le gardes un peu trop. Vitinha, évidemment, c'est l'exemple parfait, mais aussi Fabian Ruiz sur son entrée, et on y reviendra. Voilà pour la dimension collective. Et en plus, tout ce qui est... En fait, la dimension des erreurs techniques, j'insiste dessus, parce que contre Newcastle, tu avais un pressing en face qui te conduisait à les faire. Non pas, je veux excuser les erreurs qu'on fait ce jour-là, mais tu avais quand même une configuration avec du 1 contre 1, un pressing bien huilé, un des meilleurs d'Europe tout simplement, qui te pousse à l'erreur. Au match aller, sur les 30 premières minutes, les Milanais te pressent. Tu fais des erreurs, Donnarumma par exemple au match aller, il envoie des parpaings qu'il te met pas hier, mardi à San Siro. Au pied, il n'y a aucune action où tu retiens une bévue, un craquage de Donnarumma. Alors qu'à l'aller, Donnarumma, sur les 30 premières minutes, t'en fais 2 ou 3. Tu vois ? Mais mardi, les Milanais, en fait, ont reculé le curseur en matière de pressing. Ils nous ont plus attendus, en fait, ils ont joué sur leur force. Pioli s'est un petit peu retrouvé en matière d'identité parce que ils nous ont un peu plus attendus et puis surtout à la récupération, ils ont été beaucoup plus tranchants, aidés par Leao qui était dans un bon jour, beaucoup plus juste, avec aussi beaucoup d'intensité. Hein, à noter aussi l'intensité mise par les Milanais quand ils récupèrent le ballon, que ce soit dans les courses, mais aussi la vivacité, parce que il y a le volume. Et là, c'est un Loftus-Cheek que tu pourrais retenir par exemple. Un Leao aussi. Un Leao, en fait, c'est-à-dire que Leao, par rapport à Mbappé, je trouve que c'est un joueur, tu retiens plus le volume des courses plutôt que vraiment leur intensité. C'est pas quelqu'un qui va te faire des sprints ultra impressionnants visuellement. Il va démarrer ses actions avec limite une espèce de nonchalance, mais au final, voilà, il va être tout à fait juste, rapidement, avec toute sa vélocité, son côté athlétique, va passer nos défenseurs. Mais en matière de vivacité, j'aimerais aussi noter le match de Moussa. Alors, c'est pas le meilleur Milanais, mais voilà, explosivité, premiers appuis, excellents pour eux. Voilà. Et donc, le fait qu'ils nous pressent moins, qu'ils nous mènent moins à l'erreur, évidemment, quand il y a les erreurs techniques, là, c'est encore plus décuplé. Bon, passons aux prestations individuelles. Donnarumma d'abord, bien évidemment, qui fait un bon match et j'élargirai à sa saison. Bien sûr, au niveau du contexte, il n'a pas cédé, il n'a pas craqué, il n'a pas chambré. Enfin, moi, les gars, personnellement, je préfère vous prévenir. Hein, si j'étais à la place de Donnarumma, sur le but de Skriniar, voilà, j'aurais montré mes couilles à la curva sud. Je préfère prévenir. Voilà, parce que vraiment, me faire insulter comme il s'est fait insulter à chaque fois qu'il avait le ballon. En avant-match, les gars. Le pire, en fait, c'était l'avant-match. Je sais pas si sur Canal, ils ont montré, mais en fait, à partir de 20h10, 20h15, ça commençait, en fait. Des Donnarumma, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont chanté en fait après pendant le match, c'était une dinguerie en fait. Vraiment, dans l'avant-match, il y avait quasiment que ça. C'était complètement dingue et le stade était pas rempli, mais tu entendais déjà, c'était une dinguerie. Bon bref, il s'est bien comporté par rapport aux supporters et puis surtout, il n'a pas craqué dans son match avec ballon.
j'ai rien vu de spécial, voilà, il a pas fait de bévue, c'était là où on avait le plus peur avec lui, et puis surtout dans son rôle, premier, gardien, à savoir donc repousser les ballons, là il a été très bon. Il a été très bon parce il nous évite le troisième but en seconde sur le coup franc de Théo Hernandez, alors que je crois que sur ce coup franc, il est un peu gêné Donnarumma sur sa vision. J'ai l'impression qu'il voit le ballon un peu tard et au final, il fait quand même il se détend quand même magnifiquement bien. En fin de match aussi, il te fait un super arrêt. Au début du match, bon, il capte bien une frappe de Moussa et puis surtout, en fait, sur le but de Léao, notons son très bel arrêt sur Giroud, en fait. Le problème sur le but de Léao, la retournée, c'est que la retournée, moi je l'aime bien, elle est très belle, hein, mais le ballon il va à 2 à l'heure, quoi. Et nos défenseurs, qu'est-ce qu'ils branlent? Lucas et Marquinhos, qu'est-ce que vous foutez? Surtout Marquinhos, quoi. Je lui en veux à mort pour ça. Limite plus que contre Newcastle, hein. Limite plus que sur la relance contre Newcastle. Parce que contre Newcastle, il fait un bon début de match, Marquinhos, et derrière, il réussit à se remettre dans son match après son erreur. Mais là, sur la durée du match, il n'a pas été bon, et sur cette action, ah, c'est grossier, quoi. Parce qu'au début, en fait, il est proche de Léao, il le suit comme un toutou, sans mettre le pied, sans rien faire, il l'accompagne, et à un moment donné, il décide de le lâcher, et c'est à ce moment-là où il le lâche complètement, Léao a toutes ses libertés, et il ne revient pas, voilà, le mec fait sa retournée tranquillement, c'est un but, mais le deuxième, à la limite, je vais le relativiser, mais alors le premier, alors là, vraiment, c'est là où j'en veux le plus à l'équipe et Marquinhos le premier. Et encore moins, évidemment, à Donnarumma, à qui j'en veux pas, puisqu'il fait l'arrêt. Il fait un super arrêt, c'est les défenseurs qui ne suivent pas. Peut-être si on veut nuancer sur le deuxième but. En fait, le deuxième but, quand il le met, je pense au premier de Brest. Le premier de Brest, pareil, sur un centre, une tête, où Donnarumma, alors la différence entre Brest et Milan, c'est que là, à San Siro, Gigio reste sur sa ligne sur toute l'action. Et ça, on peut peut-être lui reprocher en fait. Parce que ça peut se transformer en passivité. On sait que c'est un gardien qui va pas s'aventurer haut sur le terrain. Le problème, c'est que s'il était plus haut, il aurait peut-être pu sortir, voilà, être plus proche de Giroud, sachant que c'est quelqu'un de très large, il aurait peut-être pu la sortir aussi directement sur la tête de Giroud. Contre Brest, en fait, contre Brest, il est pas sur sa ligne, sur l'action, mais il recule sur sa ligne au moment du centre, et au final, en fait, il est assez stoïque, il est assez impuissant, en fait. Et ça, peut-être quelque chose à travailler. C'est peut-être une nuance qu'on pourrait poser sur son match. Mais comme souvent cette saison, bien sûr, il masque beaucoup de défauts de cette équipe défensivement, hein, parce que il nous maintient à flot. Et j'aimerais élargir, comme je le disais, parce que moi, très clairement, avec Zahir Emery, c'est le Parisien le plus régulier cette saison. Voilà. Euh, le meilleur, je sais pas. Et encore, je pense qu'on peut se poser la question. Mais le plus régulier, j'en suis certain. Avec Warren, les gars, il n'y a aucun autre joueur qui est plus régulier dans ce PSG, hein, soyons très clairs. Voilà, donc j'aimerais quand même rendre un hommage à Gigio, qui fait quand même une bonne saison, même si il y a quand même 2 buts d'encaissés encore mardi soir, 2 contre Brest, 4 contre Newcastle, ça fait mal. Mais voilà, je trouve quand même qu'il est très régulier dans les arrêts qu'il fait. À chaque fois, il repousse l'échéance, il t'évite une débandade. Je retiens aussi son match contre Lyon début septembre où il est très très bon, voilà, où il évite à Lyon de revenir en fait en première mi-temps, d'égaliser directement. Donc voilà, Hakimi. Alors Hakimi, son match il est bizarre. Alors déjà Hakimi, en fait, sur le premier but, j'en veux à mort à Marquinhos. Sur le deuxième, j'en veux à lui tout autant, parce qu'il s'arrête de jouer en fait. Et ça, c'est pareil. C'est que on l'a déjà vu contre Newcastle, les Parisiens, les défenseurs qui s'arrêtent de jouer. C'est pas possible. Alors t'as lui qui est par terre, t'as Marquinhos qui gueule contre l'arbitre, et t'as Skriniar qui ramasse les billets Donnarumma. Ah bah alors là, c'est exceptionnel. Vraiment, ce but, c'est exceptionnel. Donc vraiment, je lui en veux de s'arrêter de jouer. Défensivement, il a pris l'eau face à Léao, même si dans ce duel avec Léao, celui qui est qui s'est le plus découvert, c'est Marquinhos. Hein, c'est Marquinhos qui ressort le plus. Le truc, c'est qu'en fait, Hakimi, dans son match, par rapport à Newcastle, par exemple, Hakimi, il a été présent offensivement. Il s'est projeté, il a eu son rôle de relayeur droit qu'il a en Ligue 1 face au bloc bas. Et c'est ça que je retiens qui m'a le plus frustré de son match, disons. Défensivement, bon, qu'ils prennent l'eau face à Léao, c'est un état de fait. Hein. Je dis pas qu'il a fait un bon match défensivement. Je dis juste que, voilà, Hakimi, on sait quel genre de défenseur c'est, qui prennent l'eau face à ce genre d'attaquant en Europe. Bon, on l'a déjà vu et ça continuera jusqu'à la fin. Par contre, là où il m'a déçu, c'est que
il a joué sur ses qualités offensivement, il a été très présent dans le dernier tiers, mais finalement, il n'y a aucune action qu'on retient de lui. Hein. Dembélé, il y a plein d'actions, lui, aucune. Il a eu des ballons dans le cœur du jeu, il a eu des ballons dans le dernier tiers, mais à chaque fois il tergiverse, il fait le mauvais choix, il ne va pas vers le but, il crée pas d'occasion, il n'est pas assez tranchant, et c'est vraiment là où ça m'a le plus frustré, disons, par rapport à son début de saison. Très bon bien évidemment, hein, on n'occulte pas son début de saison, voilà, c'est mon avis sur Hakimi. Terminons cette vidéo sur Marquinhos, alors voilà, je l'ai déjà tabassé sur le premier but, avec ballon, il fait 2-3 petites choses, notamment en fin de match je crois, sur le contrôle où Dembélé marche sur le ballon, c'est lui, mais c'est encore trop peu en fait, voilà, c'est encore trop peu avec ballon, j'en attends beaucoup plus. Aussi, quand il monte, d'un côté, je suis content de voir un défenseur s'investir autant, mais de l'autre, je me dis, bon, sachant qu'à côté de toi, c'est Milan Skriniar, et la remorque qu'il tire, bon, essaye de te retenir un petit peu, tu vois. Et puis, bien sûr, défensivement, il y a eu quelques bons duels gagnés, mais d'autres où il a pris très très cher, en fait. Ça a été très hétérogène, en fait. Des duels où il se fait manger, et d'autres où, il faut le dire aussi, il est plutôt pas mal, il est plutôt propre. Mais bon, la plupart du temps, il s'est fait manger, et son match n'en reste pas moins très mauvais. Ouais, je dirais très mauvais, voilà. Skriniar, bon, il célèbre pas mal son but, hein, à la 9e, on sent que le garçon a passé 6 ans dans la ville de Milan. Un but sur corner. À noter le but qu'on marque quand même, j'aimerais revenir aussi là-dessus parce que c'est un corner. Rappelez-vous, contre Montpellier vendredi soir, pardon, je vous disais, le PSG, j'ai l'impression que là, les corners, on les bosse. Déjà, Dembélé les a abandonnés, et ensuite, on les tire premier poteau avec des mouvements qui sont beaucoup plus travaillés à l'entraînement, j'ai l'impression. Bah, ça s'est concrétisé. Puisque là, tu le tires premier poteau, Marquinhos relais, passe décisive pour Skriniar. Très bien. D'ailleurs, il est tiré par Vitinha. Dembélé le laisse, et ça, c'est tant mieux, hein, parce que vraiment, Dembélé, début de seconde période, quand il prend un corner, et que ça finit, comme tous ses centres, sur le premier Milanais venu, je me dis, tant mieux qu'on ait Vitinha pour les tirer. Et Lee Kangin aussi, même si à un moment donné, je crois, Lee Kangin en a tiré un. C'était pas très bien, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'était peut-être contre Montpellier, je me trompe peut-être. Mais voilà, Skriniar est présent sur ce but qui, je pense, est beaucoup plus travaillé à l'entraînement qu'au début de saison, que ça ne l'était au début de saison. Sur le deuxième but, curieusement, moi les gars, je vais un petit peu prendre la défense de Skriniar. Pourquoi? Alors, je lui en veux parce qu'il ramasse au début de l'action, mais c'est au début de l'action, après il se reconcentre quand même. Au début de l'action, il ramasse les billets, là, je sais pas pourquoi il fait ça, les billets ils sont là depuis le début du match, mais il se prend à les ramasser là. Alors, plusieurs choses. D'abord, avant le centre de Théo, il y en a un de Pulisic. Pulisic qui centre, parce que Lucas Hernandez le laisse centrer. Et ça, c'est un défaut de Lucas que je vous disais dans toutes mes vidéos du mois d'octobre. Lucas laisse ses ailiers centrer. Lucas se fait prendre dans la profondeur. Lucas n'est pas forcément dépassé dans ses 1 contre 1 parce que c'est un bon défenseur, mais il laisse trop d'espace à son vis-à-vis pour centrer. Au match aller, c'était déjà le cas. Là, Pulisic réussit à centrer, c'est très flagrant. C'est vraiment une action très flagrante pour illustrer ce que je dis depuis un mois, donc je suis très content, enfin, très content non parce qu'on prend un but derrière, mais ça me permet d'illustrer. Et puis, Lucas n'est pas, voilà, à incriminer à 100% directement sur le but, hein, parce que derrière, il y a bien 10 secondes qui se passent. Voilà, je pars juste de ça. Ensuite, Théo. Alors, il y a Marquinhos et Hakimi qui, eux, par contre, s'arrêtent complètement de jouer, hein, beaucoup plus que Skriniar, et ça, c'est lamentable. Le problème, c'est que Théo, c'est un spécialiste, en fait. Le Milan aussi, une équipe qui fait que de centrer. Giroud est un spécialiste de la tête. Voilà, il arrive lancé, le centre est absolument parfait. Voilà, je mettrais plus en avant la qualité du centre de la finition de l'adversaire. C'est des joueurs qui se connaissent, hein, qui jouent ensemble depuis longtemps, Théo et Giroud, plutôt que Skriniar qui est là, qui est un peu dépassé parce que Giroud arrive complètement lancé, parce que Giroud sait très bien comment Théo centre, voilà, c'est très bien où le ballon va arriver, et au final Skriniar est complètement perdu, paumé, et on prend ce but. Voilà, je voulais, pour finir cette vidéo, relativiser un petit peu Skriniar. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, et puis de toute façon, on se retrouve demain pour la suite. Là, j'éteins la caméra, je la rallume à l'instant pour tourner la vidéo de demain. Ciao les amis, prenez soin de vous.